Alors, rebonjour tout le monde. Nous allons passer maintenant à la deuxième table ronde intitulée « Comment optimiser la contribution de l'ensemble des professionnels de la santé afin de répondre aux besoins des patients en première ligne ». Et ce panel sera animé par Delphine Bosson-Hurtard, qui est professeure adjointe au DGEPS et chercheuse au Cyrano et au CRESP, le Centre de recherche en santé publique. Titulaire d'un PhD, donc doctorat en méthode et algorithmes pour la santé et la biologie de l'Université de Grenoble en France, elle est spécialisée dans l'analyse de données en santé. Sa programmation de recherche vise la modélisation et la prédiction des trajectoires de recours aux soins et services de santé de la population québécoise via les données clinico-administratives. Elle s'intéresse plus spécifiquement à la population vieillissante et en fin de vie afin d'améliorer leur prise en charge par le système de santé dans un contexte de vieillissement important de la population, notamment tout ce qui a trait aux soins à domicile et aux soins palliatifs. Elle est par ailleurs membre du comité de direction du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie. Delphine. Bonjour à tous, merci à vous d'être revenus de la pause aussi rapidement. Je vais donc animer cette table ronde qui vise à discuter de comment optimiser la contribution de l'ensemble des professionnels de santé afin de répondre aux besoins des patients en première ligne. Je vais donc inviter mes panélistes à me rejoindre, puis je vous informe, mais on ne la voit pas encore à l'écran, que nous avons également une panéliste à distance. Donc je vais commencer à présenter. Je ne sais pas si c'est... Ah, parfait. Bonjour Marie-Ève. Donc j'attends que mes panélistes s'installent. Il n'y a pas d'ordre de préférence. Donc, j'ai le plaisir d'avoir, vous les reconnaîtrez probablement, Nadia Sourial, donc présidente du comité, qui est, je vous rappelle, professeure adjointe au DGEPS, présidente du comité d'organisation de ce colloque, et qui a donc une expertise centrée sur l'évaluation des programmes et des politiques de santé primaire, ainsi que l'organisation des soins de première ligne. Vous reconnaîtrez également Géraldine Layani, qui était présentement modératrice de la précédente session, donc médecin de famille, professeure adjointe de clinique au département de médecine de famille et de médecine d'urgence, qui, elle, travaille donc sur l'implantation et les effets des interventions de collaboration intersectorielle en soins primaires sur la santé des personnes vivant avec des maladies chroniques. Et pour les nouveaux arrivants, nous avons donc le plaisir, je vais commencer avec Marie-Ève Poitras qui est en ligne, que vous voyez donc à l'écran, qui est donc infirmière clinicienne et chercheur boursière junior 2 du Fonds de recherche en santé du Québec. Elle est professeure agrégée au département de médecine de famille et de médecine d'urgence et titulaire de la recherche CRMUS, je ne sais pas s'il y a une façon de prononcer l'acronyme, sur les pratiques professionnelles optimales en soins primaires. Elle possède un post-doctorat en transfert de connaissances et recherche axée sur le patient, ainsi qu'un fellowship en recherche interdisciplinaire et soins primaires. Elle est co-leader et représentante canadienne à l'OCDE de l'initiative Paris-Canada, qui vise à déterminer les meilleurs indicateurs de la perspective de la santé et de l'expérience de soins primaires des patients. Donc, les travaux de Marie-Ève visent à soutenir l'intégration de la perspective des patients et des professionnels de la santé en contexte clinique et décisionnel, et également à développer et à implanter des stratégies d'intégration de la perspective des patients auprès des acteurs clés en recherche canadienne. Nous avons également le plaisir d'avoir parmi nous une patiente partenaire, donc Catherine Ouilemi. Donc, touchée par un cancer du sein en 2018, après avoir participé à différents essais cliniques, Catherine Ouilemi est devenue patiente partenaire à temps plein. D'abord au centre de recherche du CHU de Sherbrooke, si je ne me trompe pas, où elle est responsable de... Oui. Où elle est responsable de l'implantation du partenariat patient. Puis, avec le temps, elle est devenue co-leader Expérience, la communauté québécoise de patients partenaires de l'unité de soutien SSA Québec, où elle est également co-directrice scientifique. Elle contribue aussi à la mission d'organisation liée au cancer, telle que le programme québécois de cancérologie, l'INES, le groupe MacPic Sirois, la Fondation Cancer du Sein de Québec, la Coalition Priorité Cancer au Québec, QCROC, Catalyst, Biocan Traitement, j'imagine RX, et l'Institut de recherche en cancer de Sherbrooke. Plus concrètement, elle agit également à titre de collaboratrice ou co-chercheur dans 8 projets de recherche. Pour elle, participer activement à la recherche, c'est reprendre du pouvoir sur la maladie et créer du sens là où il est difficile d'en trouver. Et enfin, notre dernier panéliste masculin, donc on avait un panel très masculin au début, on a un panel très féminin maintenant, donc Carl David Redburn, qui a débuté sa carrière en tant qu'ergothérapeute en 2002, dans plusieurs domaines cliniques, dont le soutien à domicile et en santé mentale également. Depuis 2009, il a occupé plusieurs fonctions comme gestionnaire, notamment en santé mentale et en dépendance, puis en première ligne dans les services généraux et GMF.
Il détient une maîtrise en pratique de la réadaptation portant sur la collaboration interprofessionnelle, une maîtrise en développement des organisations, ainsi qu'un MBA. Il occupe actuellement le poste de coordonnateur des services généraux et GMF pour le territoire RLS de Jeanne-Mance au sein de la direction des services généraux et des partenariats urbains au centre-sud de l'île de Montréal. Mon Dieu. Les bios sont très, très longues. OK, donc nous allons maintenant discuter, comme je vous le disais, de la contribution de l'ensemble des professionnels en première ligne. On a bien mis la table, on va dire, avec notre précédent panel qui a vraiment beaucoup discuté de cette idée d'équipe, de revaloriser un peu les professionnels. Donc je pense qu'on va pouvoir continuer la discussion de manière très, très intéressante. Donc, parce que vous le savez, là, et puis on en a parlé là, depuis plusieurs décennies, on essaie de faire des réformes de santé qui sont axées justement sur ce travail interprofessionnel en première ligne, notamment quand on considère le vieillissement, l'augmentation des maladies chroniques, la gestion qui est de plus en plus difficile et complexe. Donc les équipes interprofessionnelles qu'on entend comme étant une équipe où il y a un médecin de famille qui va collaborer avec d'autres professionnels tels que des infirmières praticiennes spécialisées, des infirmières de clinique, des travailleurs sociaux, des pharmaciens, etc. Donc on considère ça comme un modèle idéal, mais pour le moment, on n'est toujours pas à notre plein potentiel. Donc je vais inviter mes panélistes à discuter déjà autour de cette première question qui, pour vous, comment on peut optimiser la contribution de tous les professionnels de la santé afin de répondre aux besoins de nos patients en première ligne. Je ne sais pas si Marie-Ève, vous voulez y aller en premier comme vous êtes à distance, ça nous fera, ça vous immergera tout de suite. Oui, c'est parfait. Je vais mettre la table pour les collègues. C'est ça. En fait, le premier point que je voulais amener en réflexion, en fait, aux panélistes, mais également à l'assistance, c'est de réfléchir aux trajectoires de soins qui ont une valeur ajoutée pour le patient, de travailler en équipe inter, mais également pour le professionnel. Dans le panel avant celui-ci, on a beaucoup parlé de la recherche de sens et donner de la valeur aux professionnels de la santé, mais également donner de la valeur à l'expérience du patient à l'intérieur de cette trajectoire de soins-là. Donc, un des objectifs, je crois, pour valoriser le travail interprofessionnel en soins primaires, c'est que les équipes inter des différents milieux cliniques prennent un espace, un temps d'échange pour s'asseoir, pour réfléchir aux trajectoires de soins des patients dans la clinique et réfléchir à la valeur ajoutée de chaque professionnel dans cette trajectoire-là et à quel moment le patient peut naviguer, par exemple, d'un professionnel à l'autre. On a parlé de continuité de soins, on a parlé d'intégration des soins, donc c'est vraiment aussi la base, mais la base de la collaboration, c'est de se donner un espace pour se connaître, se reconnaître et valoriser le rôle de chacun à l'intérieur de l'équipe inter, mais également de trouver la place du patient à l'intérieur de cette équipe inter-là. Le deuxième point sur lequel je voulais axer également, c'est de se doter d'un système de... Je vais parler de mesures, je ne veux pas parler de performance, mais vraiment de mesures à l'intérieur des milieux cliniques qui peuvent être aussi diffusées aux établissements de santé, aux instances ministérielles, pour documenter la contribution de l'équipe inter à l'intérieur des milieux. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, en fait, on a très peu de données sur la contribution réelle des autres professionnels que médicaux ou infirmières praticiennes à l'intérieur des milieux. Donc, on méconnaît les tâches, on méconnaît les activités qu'ils font réellement et on a peu de documentation. L'impact de la méconnaissance du travail réel des professionnels, ça fait en fait qu'on dévalorise la contribution à l'intérieur de l'équipe de soins et les professionnels de ces cliniques-là ne sont pas capables, sur une période de long terme, de voir quelle est leur contribution. On voit la contribution réelle, en temps réel dans les cliniques, mais la contribution systémique des membres de l'équipe inter au sein des milieux de première ligne, elle est méconnue. Ça fait qu'on n'est pas capable d'avoir un portrait global du travail réel qui est fait sur le terrain et ça nous donne, on a un manque de levier au niveau des prises de décision pour organiser les services autour, entre autres, des équipes inter. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Catherine. Je pense qu'elle aura une bonne contribution complémentaire à ce point. Est-ce que... Pardon. Je suis complètement d'accord avec Marie-Ève, puis j'irais une coche plus loin, mesurer la contribution du patient aussi. Tantôt, on parlait d'éducation populaire à sa propre santé, à son rôle dans son parcours de soins, que ce soit les proches ou les patients eux-mêmes. Ce pas tous les patients qui sont aptes
à contribuer à leur propre état de santé. Donc, des fois, c'est des proches. Puis, il faut pouvoir mesurer ça aussi. Il faut pouvoir amener un niveau de responsabilisation dans la population à l'égard de leur propre santé, mais à l'égard aussi de la santé au sens large. Le cas de la petite fille de Granby, c'est bien, bien malheureux, mais c'est une question aussi de village qui n'a pas fait sa job. Il n'y a pas juste la DPJ. Puis moi, la DPJ, j'ai 16 ans d'expérience avec les professionnels de la DPJ. J'ai adopté 2 jeunes enfants qui sont frères biologiques à 3 ans d'intervalle. Et puis la DPJ, elle a été d'un secours extraordinaire dans ma vie. On a une responsabilité comme individu de s'engager dans ce qu'on a à faire pour que ça aille mieux, puis à aller chercher l'expertise nécessaire quand c'est nécessaire. Enfin, je suis partie sur une... Excusez. C'est correct. Oui, peut-être pour compléter, en effet, j'approuve complètement l'aspect de la vision par trajectoire, puis de revaloriser le travail collaboratif. En effet, ça, c'est des pistes qui vont être essentielles pour la suite. J'irais aussi, encore parce on est là pour discuter, puis pour se donner le plus d'idées possible, d'espace, puis pour réfléchir, peut-être aller même un petit peu plus loin sur ce que nomme Catherine, notamment redonner le pouvoir aux personnes dans la perspective du parcours de vie, puis peut-être aller plus loin que la trajectoire de soins, le travail collaboratif. Comment est-ce qu'on peut justement recentrer, avoir des visions qui puissent être centrées sur les besoins de la personne? Ça va être probablement d'aller progressivement vers un changement de paradigme, puis une façon de réfléchir qui ramène tous les professionnels autour du parcours de vie de la personne, puis qu'est-ce qui est important aussi pour elle, comment est-ce qu'on peut l'accompagner, de quelle façon. Donc ça peut être un point de départ qui peut aussi recréer du lien, recréer du partenariat, recréer aussi de la pertinence, on en parlait tout à l'heure, puis ça je pense que c'est des éléments qui vont être en tous les cas peut-être importants aussi à considérer si on veut se donner les moyens de pouvoir agir. Puis dans la perspective d'intégration des données, on commençait là à nommer, puis Marie-Ève a parfaitement en fait nommé aussi toute la... On parle de pertinence, mais il va falloir aussi mesurer, redonner de la valeur aux données qui puissent avoir des portraits de la pratique collaborative pour aller vers là, puis nous donner un pouvoir d'agir. Je pense que Catherine aussi nommait toutes les données des patients, puis Marie-Ève aussi travaille sur ce sujet-là, puis on sait combien c'est important justement de pouvoir aussi avoir toutes ces données-là pour intégrer du soin, puis une vision qui puisse justement avoir cet aspect de partage. Puis j'aimerais amener un petit niveau supplémentaire. On parle de données, puis d'intégrer aussi toute la perspective des déterminants de la santé pour aller plus loin que uniquement la vision des soins. Oui, si on parle de parcours de vie de la personne dans son environnement, c'est avec sa santé, mais dans son quotidien. Donc, prendre soin aussi de l'aspect économique et social, de l'environnement, de où vit la personne, ça, c'est des éléments aussi, je pense, qui doivent faire partie de la solution ou de la réflexion, du moins, pour avoir vraiment cet aspect de vision globale pour prendre soin des personnes en équipe. Merci. Alors, du côté au niveau de... Bonjour. Alors, du côté de la perspective, là, donc, en tant que cadre intermédiaire et qui représente un peu l'autre professionnel, là, autre que médecin, infirmier, je pense qu'une des conditions gagnantes importantes, c'est tout au niveau du leadership et tout le volet de la cogestion médico-administrative. Donc, c'est sûr qu'au niveau, pour faire lever, amener l'équipe à se mobiliser, à comprendre et tout ça, donc, vraiment, là, les différents milieux, on voit là, que ça se passe très bien au niveau là, de la collaboration interprofessionnelle. C'est là où le rôle, la cogestion là, entre l'administration et le volet plus médical et tout ce qui est la gouvernance, le leadership mobilisateur et au niveau là, du leadership partagé est bien ancré. Le défi, c'est d'identifier nos priorités. Donc, on a une patientèle, donc bien connaître notre patientèle
ceux qui travaillent en GMF avec les dossiers médicaux électroniques, le DME renferme une mine d'or d'informations. Souvent, c'est le manque de temps et de ressources. Donc, comment bien les analyser, désintégrer un petit peu, défragmenter un petit peu les données pour mieux comprendre un peu quelles sont l'analyse des besoins prioritaires de notre patientèle. Donc, quand on parle de contribution du personnel, il y a également, oui, toute l'approche interdisciplinaire, mais tout le personnel administratif qu'on oublie souvent, les agents d'accueil, quand on appelle, donc c'est un agent administratif, la pertinence clinique, donc de bien pouvoir clarifier les rôles. Pourquoi il me pose telle question alors que j'appelle juste pour un rendez-vous? Donc, c'est bien de diffuser pour la pertinence, donc pourquoi nos agents administratifs posent des questions pour essayer d'aligner le bon type de rendez-vous avec le bon professionnel au niveau du GMF. Ceux qui ont la chance d'avoir, que ce soit un agent d'amélioration continue ou quelqu'un qui a une curiosité, qui a un intérêt à mieux, un petit peu avec la recherche, à mieux, donc tout pour faciliter, être un leader clinique ou un leader de projet pour faciliter des initiatives d'amélioration continue. Ça aussi, ça aide. Donc souvent, on part plusieurs initiatives, on est motivé, l'équipe et tout ça, puis là, on perd un petit peu dans le temps, tout ça, la mesure du suivi, tout ça. Donc, également aussi d'avoir des leaders locaux pour bien s'assurer du suivi en termes là, des différents projets d'initiative et de ne pas en partir trop en même temps, parce qu'à la fin, on s'y perd et on perd l'intérêt. Et donc, voilà, ça ferait un petit peu là, certaines conditions gagnantes, je pense, qu'il faudrait mettre en place là, pour faciliter le tout. Super, merci. Nadia? Oui, merci. Moi, le mot que j'aimerais dire, c'est l'invisibilité, en fait. C'est l'invisibilité du travail interprofessionnel, tant dans les données, les indicateurs de qualité qu'on mesure, et l'invisibilité du point de vue du patient. Donc, comme Marie-Ève a bien dit, il y a vraiment un besoin d'aller mesurer qui fait quoi dans l'équipe. Quand un patient rentre dans le GMF, qui voit en premier, combien de temps il passe, qu'est-ce qu'il fait. Donc, de vraiment aller chercher la contribution, mais de le mesurer. Et pourquoi on a besoin de faire ça? Actuellement, on a des indicateurs de qualité, d'accès, de continuité, par exemple, qui ne regardent que les visites au médecin. Alors, quand on va suivre des indicateurs de qualité de cette façon-là, dans une perspective qui est actuellement très interprofessionnelle, on pourrait observer que la continuité au fil des années diminue. C'est ce qui est rapporté dans beaucoup de littérature qu'on voit que la continuité diminue. Or, on mesure juste les visites qui sont faites auprès des médecins. Donc, c'est très fort possible que cette diminution soit favorable parce que ça veut dire qu'il y a une plus grande proportion de la prise en charge qui se fait par d'autres membres de l'équipe, mais on ne le mesure pas. Donc, actuellement, dans les indicateurs de qualité, c'est une boîte noire de ce que font les autres professionnels de la santé. Donc, si on veut valoriser ce qu'ils font et pouvoir informer justement sur leur rôle, leurs responsabilités et pour pouvoir planifier les ressources, penser à des initiatives d'amélioration continue, il faut d'abord lever le voile sur les données puis aller chercher dans les DMI et d'aller rechercher vraiment qu'est-ce qui se fait à travers l'équipe pour mettre ça en valeur. Et au niveau des patients, il y a cette invisibilité aussi. On a fait un projet de recherche auprès des personnes âgées, puis on leur a demandé « Dans quel modèle de soins êtes-vous? » Et ils n'avaient en fait aucune idée qu'ils étaient dans une équipe interprofessionnelle. Ils disaient « Bien, moi, je vais voir mon médecin, puis bien, si je vois l'infirmière, c'est pour faire une vaccination. » Donc, je pense qu'il y a une sous-utilisation du potentiel des autres ressources de l'équipe, d'une part parce que c'est méconnu du patient et de l'autre part parce qu'ils ne sont pas assez éduqués sur qu'est-ce qui est possible, puis les membres de l'équipe n'ont peut-être pas le temps aussi d'aller éduquer leurs patients. Donc, si on veut arriver au plein potentiel de l'approche interprofessionnelle, il faut vraiment lever le voile sur cette invisibilité pour pouvoir aller chercher le plein potentiel de ce qu'ils peuvent faire et vraiment travailler au maximum de leurs compétences. Merci beaucoup. Je pense que ça nous a donné déjà un bon point de départ. J'ai entendu parler de beaucoup de choses, de l'éducation, de la cogestion, de lever le voile, d'utiliser les données pour la performance. Donc on va y revenir probablement petit à petit. Mais j'aimerais, de manière générale, vous lancer une question qui va probablement vous permettre de détailler un petit peu tous ces éléments. Sur, pour vous, quelles sont les barrières et les choses qui peuvent permettre de faire fonctionner le travail interprofessionnel? Puis je sais que Catherine... le point de vue de l'éducation des patients, ce serait probablement quelque chose qui serait assez intéressant. Puis j'aimerais vous entendre là-dessus en premier lieu. Puis après
nos autres panélistes. Si vous permettez, je vais répondre à la question, oui. mais je voulais juste faire du pouce sur ce que vous disiez tous les deux tantôt. Oui, des patients partenaires dans leurs propres soins, c'est une chose, mais des patients qui contribuent dans le système, c'est une autre chose, puis ça peut être drôlement intéressant. Tantôt, vous parliez de gestion, co-gestion clinico-administrative. Pourquoi pas intégrer là-dedans la perspective, l'angle mort de la vie avec la maladie? Il y a des patients partenaires qui sont capables de faire ce genre de contribution-là. Puis, dans une équipe de professionnels, je pense qu'il devrait y avoir aussi des patients partenaires. J'entendais tantôt, je me souviens plus qui parlait de la problématique de la santé mentale qui est plus difficile à adresser, puis que les gens font plus le ping-pong entre les différents professionnels. En santé mentale, il y a la paraidance qui existe, puis qui peut fort probablement aider, puis être une espèce de première porte d'entrée. Puis là, je m'excuse, j'ai oublié la question. C'est correct. Ma question, c'était simplement s'il y avait éventuellement des barrières ou des facilitants pour ça. Puis l'éducation populationnelle, oui, l'éducation populationnelle sur qu'est-ce qu'on peut faire pour soi, qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour le système de la santé. On parlait aussi tout à l'heure dans l'autre panel il faut prendre soin des professionnels, il faut prendre soin des personnes qui travaillent au niveau administratif. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu des patients crier après des personnes qui répondent au téléphone pour prendre les rendez-vous parce qu'ils ont attendu trop longtemps. Ça ne marche pas, ça n'a pas de sens. Puis je pense que des patients qui parlent à d'autres patients, ça peut peut-être être intéressant comme formule. Tout à fait, Catherine. Il y a des initiatives qui ont été faites au niveau de l'intégration de patients partenaires, notamment dans des GMFU, donc universitaires, donc que ce soit, par exemple, GMFU de Verdun avec le document sur le modèle de gouvernance, l'intégration de patients partenaires au niveau du modèle de gouvernance. Il y a d'autres GMFU qui impliquent des patients partenaires dans leur comité de direction, dans les comités d'amélioration continue, qui les impliquent dans les journées de planification réflexive stratégique. Donc, oui, tout à fait. Donc, le rétablissement, ce n'est pas juste associé à la santé mentale, c'est associé dans tous les problèmes, tous les différents types de santé. Donc, pourquoi pas l'intégration soit qu'on appelle usager ressources aux patients partenaires, comment naviguer à travers les systèmes de santé, les différentes trajectoires, des fois, qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Donc, oui, c'est débuté en petite initiative. Est-ce que c'est étendu mur à mur? Non, mais on voit des initiatives et ça commence à débloquer là, vraiment la voie de l'usager, là, vraiment à l'intérieur et pas juste en titre de consultatif, là. Puis c'est intéressant parce que ça donne des résultats des projets comme Parole Onco, où il y a des patients accompagnateurs dans une trajectoire d'oncologie. C'est win-win pour les patients, puis pour les cliniciens aussi, les patients accompagnateurs. On parlait de relations tantôt dans l'autre panel. Le patient accompagnateur réussit à avoir un lien de confiance quasiment instantané, juste du fait qu'il a déjà vécu quelque chose de similaire. Alors, il peut aller chercher de l'information que les patients ne diront pas nécessairement à leur médecin parce qu'ils ne veulent pas se faire chicaner. Par exemple, toute la prise de médication alternative qui peut des fois venir en contradiction avec la chimiothérapie ou d'autres types de médications. Bien, le patient accompagnateur peut documenter le dossier du patient puis amener cette information-là pour que le clinicien puisse l'aborder avec son patient. Est-ce que Marie-Ève ou Nadia ou Géraldine voudraient ajouter quelque chose à ce point? Marie-Ève? Oui, je pourrais peut-être lancer en fait 2 éléments pour lesquels je voulais apporter une réflexion. C'est de ne pas sous-estimer en fait ou ne pas surestimer la connaissance qu'ont les cliniciens d'un fonctionnement d'une équipe interne. C'est-à-dire qu'on apprend la collaboration interprofessionnelle dans les curriculums. On est mis en contexte d'apprentissage aussi interprofessionnel dans les programmes professionnalisants en médecine, travail social, sciences infirmières, physiothérapie et j'en passe. Cependant, en soins primaires, c'est un contexte de collaboration qui est différent.
Et outre la résidence en médecine de famille, c'est pas tous les professionnels qui ont la chance également dans leur programme professionnalisant de faire des stages en contexte de médecine de famille. Donc, on part pas non plus avec on commence notre pratique avec une connaissance théorique de la collaboration interprofessionnelle, mais on doit se doter d'un système de mentorat en médecine de famille, en clinique médicale, pour justement soutenir les membres de l'équipe interprofessionnelle à développer les compétences à la collaboration. Donc, ces compétences-là sont connues, mais on doit avoir un système pour aussi développer ces compétences-là. Autre chose également, c'est qu'on ne peut pas collaborer à notre plein potentiel si on ne connaît pas notre propre rôle comme professionnel et les chevauchements qu'il y a entre ces rôles-là. Il y a certains chevauchements entre les différents professionnels qui composent l'équipe inter d'un groupe de médecine de famille et on doit échanger sur les chevauchements pour établir justement, on parlait de continuum de soins, on parlait aussi des soins intégratifs, mais ça nous permet après ça de mieux planifier. Donc, il ne faut pas oublier que les GMF, entre autres, sont des entités géographiquement délocalisées, des établissements de santé et ceux qui guident le développement professionnel, entre autres des physiothérapeutes, des infirmières, des travailleurs sociaux, sont des personnes en position de conseil clinique qui sont dans les établissements de santé. Donc, on doit mobiliser également ces acteurs-là pour qu'ils soutiennent le développement des professionnels à l'intérieur des groupes de médecine de famille qui, à leur tour, seront davantage, ils se sentiront plus compétents dans leur rôle, mais également à se positionner au sein de l'équipe inter. Le dernier élément que je voulais ajouter également, c'est que le patient a un grand pouvoir de changement au sein de l'équipe inter. On a testé, nous, un modèle dans un projet dans les dernières années où le patient agissait comme formateur à la collaboration interprofessionnelle à l'intérieur des groupes de médecine de famille. Et sans former sur les principes de base de la collaboration, le patient était un véhicule pour discuter avec les professionnels de la santé du comment il sent la collaboration dans son épisode de soins, mais comment il sent le manque de collaboration. Donc, c'est un vecteur pour conscientiser l'équipe que justement le manque de collaboration ou une collaboration très favorable du côté de l'équipe a un impact positif en fait sur l'expérience de soins, mais également sur la santé des patients. Donc, on peut vraiment mobiliser, utiliser et travailler avec le patient partenaire dans le cadre d'initiatives de formation des professionnels. Et ça va venir mobiliser nos professionnels et conscientiser l'équipe inter, justement, au fait que, OK, lorsqu'on collabore bien, il y aurait un impact réel et le patient est capable de nous le vulgariser de façon très structurée, puis ça vient agir en renforcement des capacités de nos équipes en GMF. Merci. Est-ce que... Oui? Oui, il y avait peut-être 2 points que j'aimerais également rajouter au niveau là, des facteurs favorables au niveau de la CIP, la collaboration interprofessionnelle. C'est tout l'aspect, oui, il faut clarifier le rôle, il faut le diffuser, il faut bien se connaître, mais c'est également toute la relation. Donc, la relation de confiance qu'on émerge au niveau de la communication, comment résoudre les divergences d'opinion professionnelle, donc comment, au niveau de la capacité de résoudre des conflits. Donc, tout l'aspect communication là, est toujours très important. Ça revient un petit peu au niveau de la relation prendre soin de soi. Donc, comment on peut mettre des mécanismes en place pour faciliter le tout? Parce que oui, c'est complexe. On a des dossiers complexes, des zones grises au niveau là, des perspectives, des points de vue professionnels divergents, tout ça. Donc, ça aussi, comment on peut l'adresser de façon opérationnelle, terrain, concrètement, lorsqu'on arrive à des telles situations. Donc, ça, je pense que c'est une condition gagnante. L'autre défi, notamment en GMF, c'est la concertation clinique. Donc, en GMF, le médecin, il y a des AMP, tout ça, travaille temps partiel, temps complet. Donc, de mettre en place une structure agile de communication pour faire le point, pas juste entre 2 médecins, en 2 rendez-vous dans le corridor et on essaie de rejoindre tout le monde. Donc, dans d'autres programmes clientèle, dans d'autres installations, dans d'autres directions, c'est plus facile. On fait des rounds ou on fait des rencontres interdisciplinaires vraiment très là, structurées, tout ça. Ce n'est pas toujours facile en première ligne en raison des horaires et des demi-journées. Ça. Donc, comment être agile et s'assurer que l'information est fluide et communique pour qu'après ça, on puisse avoir des plans d'intervention concertés, s'assurer que... Parce que juste faire des notes dans le DMA, ça prend plus que ça. Là, donc, et également, d'intégrer l'usager à cette discussion clinique-là. Donc, encore une fois, souvent, on le fait sans l'usager et souvent, on aurait davantage à le faire en présence de l'usager. Oui, ça amène la complexité, la logistique, la présence de salles, de bureaux, de salles de réunion, tout ça, évidemment, mais aux plus-values, lorsqu'on a des dossiers complexes, je pense que prendre le temps de se concerter et bien planifier, mais je pense que les effets à long terme et les effets au niveau là, du plan d'intervention vont être beaucoup, beaucoup plus facilitantes pour tout le monde. Merci.
Et j'aimerais faire du pouce sur cette idée-là parce puis on l'a dit aussi dans le premier panel, l'importance de la colocalisation. Et c'est bien démontré dans la littérature que c'est important que les équipes aient un travail de proximité. On a d'autres modèles de soins où il y a les autres professionnels de la santé peuvent être une équipe flottante qui peut desservir plusieurs GMF, et ça contribue moins à cette collaboration interprofessionnelle d'être une équipe co-localisée dans un même édifice physique et qui peut travailler vraiment à proximité ensemble. Une barrière importante, puis on l'a soulevé déjà, c'est la rémunération. On sait que la rémunération à l'acte ne favorise pas un travail interprofessionnel parce que ça va venir pénaliser les médecins. Le plus ils veulent collaborer et faire un partage de tâches, plus ils vont être pénalisés sur leur rémunération. Donc, de vraiment favoriser une rémunération basée sur la capitation, mais on peut aussi avoir une rémunération mixte avec d'autres méthodes. Ça va favoriser et permettre aux médecins de pouvoir collaborer sans danger sur leur rémunération. Et un dernier point peut-être à ramener aussi, c'est actuellement, et Géraldine pourra me corriger, mais il n'y a actuellement pas de facturation possible pour faire des rencontres interprofessionnelles en équipe. Donc, les conversations de corridor qui sont tellement importantes pour pouvoir se communiquer ce qui se passe. Actuellement, il n'y a pas de code de facturation qui permet d'aller être valorisé pour ce travail-là. Donc, c'est une autre piste de solution. Je ne sais pas si Dr. Barrett voudrait le remonter dans le conseil, mais c'est un autre enjeu important à considérer. Mais j'aimerais ajouter aussi sur, peut-être revenir aussi un petit pas en arrière, parce qu'on parle de collaboration, puis notamment du fait de valoriser cet aspect-là, de pouvoir se laisser l'espace pour travailler ensemble. Il y a déjà peut-être un point au niveau de la formation, Marie-Ève l'a quand même soulevé, mais ça s'apprend en fait d'apprendre à collaborer, à travailler ensemble. Puis ça, c'est un élément qu'on doit aussi implanter, du moins introduire dans la formation, puis probablement se donner une réflexion au niveau de l'enseignement, puis au niveau des universités, pour former aussi tous nos professionnels de la santé à apprendre à collaborer ensemble. Collaborer n'est pas uniquement, en effet, s'envoyer une tâche d'un dossier médical électronique. C'est pas uniquement de redonner un autre aspect ou envoyer une référence. Probablement qu'une des premières pistes, c'est la communication, le fait de pouvoir créer du lien, créer un partenariat. Probablement que la discussion de corridor serait le meilleur exemple, parce que c'est celle qui est souvent le point de départ d'une bonne collaboration, puis qui crée ce lien. Mais ça s'apprend, ça doit se développer, mais déjà dans la formation, je pense qu'on a aussi un devoir comme en tous les cas, moi, comme professionnelle médecin enseignante, à amener cet élément-là avec les apprenants, puis à l'inculquer dès le départ. Puis vraiment pour passer d'une approche de consulter un collègue, référer à collaborer. Puis pour moi, il y a un gap là entre les deux. On n'a pas encore réussi à complètement accrocher ces deux bouts-là, mais c'est de nommer, puis de se trouver des solutions pour pouvoir bien former nos générations futures, justement, aller vers ce travail collaboratif, probablement en effet avec des incitatifs, se donner de l'espace pour pouvoir le faire, du temps, et que ce soit reconnu puis valorisé, parce qu'il y a cette valorisation aussi là qui est très importante. Je reviendrai sur un point aussi sur l'aspect des patients qui sont aussi, pour moi en tous les cas, membres de ces équipes-là. Ça nécessite en effet un travail collectif. On parlait tout à l'heure, puis c'est Karl David qui nommait l'aspect de l'éducation populationnelle, je pense, au niveau comment justement faire en sorte de pouvoir mieux intégrer la perspective des patients. Donc, l'idée, probablement qu'un des enjeux, c'est que les patients soient mieux informés pour mieux collaborer. Donc, moi, j'irais chercher un autre levier, c'est que tout ce qu'on fait en recherche, en soins primaires, peut être justement un levier. Puis Marie-Ève nommait tous les exemples aussi via la recherche de comment, par des exemples, puis par la recherche, par les données, comment montrer que l'implication d'un patient redonne de la valeur aux soins, puis tout l'aspect des projets de transformation des pratiques, comment est-ce qu'on arrive justement à pouvoir valoriser l'implication des patients et
peut-être que la recherche peut être aussi un levier pour pouvoir valoriser cette contribution-là. J'embarque avec toi quand tu parles le projet. Tu parlais de communication entre les équipes, entre les personnes d'une même équipe, l'accès à l'information, le dossier médical électronique. Ça va être le fun quand le patient va pouvoir avoir accès à cette information-là aussi, puis pourquoi pas se faire déléguer des tâches. Oui, complètement, puis avoir cet échange-là avec des données partagées, mais que ce soit... Peut-être qu'il y a une réflexion à avoir sur le fait que les données sont trop centralisées, ou peut-être au niveau des professionnels, puis elles devraient être beaucoup plus... En fait, ça devrait être le patient qui porte ces données. Absolument. Qui est son carnet, lui. Ça, son appartenance par rapport à ces informations, les partager, puis qu'il puisse être le levier, puis redonner ce pouvoir-là de pouvoir interagir avec ces professionnels, qu'il ait ce choix-là, puis qu'il ait cette capacité de pouvoir collaborer. C'est probablement le point de départ d'en revenir à la personne dans ce thème, dans son parcours, de comment justement identifier puis créer ce lien-là. C'est essentiel. Je pense à un patient sur la Côte-Nord qui a décidé, lui, qu'il ne perdrait pas de temps avec des délais supplémentaires dans son parcours de soins, puis qui a décidé d'avoir avec lui tout le temps des copies des tests, des rendez-vous, de son dossier clinique avec lui. Aujourd'hui, il est rendu à 10 cartables dans son coffre d'auto, mais l'affaire la plus intéressante là-dedans, là, c'est à un moment donné, il a évité de voir sa chirurgie reportée parce que dans le dossier, il n'y avait pas sa dernière prise de sang. Il a dit à l'infirmier, va voir dans mon casier, dans le cartable, tel onglet, la première feuille, c'est ma dernière prise de sang, et il a pu être opéré. Fait que si on est responsable de notre propre santé, puis qu'on sait où on en est, qu'on comprend un petit peu mieux ce qu'on a, il y a des chances qu'on puisse être des bons collaborateurs dans une équipe de soins. Merci beaucoup. Le temps défile, alors je vais essayer de faire un petit récapitulatif avant de passer à la prochaine partie. Mais de ce que j'entends, là, il y a vraiment aussi un besoin donc déjà de revaloriser les professionnels, que ce soit peut-être en termes de rémunération, mais également aussi de compréhension, peut-être de communication aussi, d'arriver à créer des ponts, des vrais liens entre les différents professionnels. Donc aussi d'améliorer peut-être en termes d'éducation, comme c'était mentionné, pour justement faire comprendre aux différents professionnels qu'ils peuvent avoir confiance l'un dans l'autre et travailler ensemble. Je pense qu'il y a aussi une éducation des patients qui a été indiquée là. On parle de pouvoir parler de patient à patient pour créer éventuellement une relation de confiance également. Puis, on en parlait brièvement, mais un petit peu partout aussi, des données, que ce soit les données pour, par exemple, mieux comprendre sa clientèle. Donc, ça a été mentionné pour la gestion. On a des données, mais on n'a pas les capacités pour bien les exploiter, pour bien comprendre sa clientèle. Puis j'imagine que ça avait pour objectif cette idée-là de pouvoir aussi construire une équipe interprofessionnelle qui répond aux besoins de sa propre patientèle. De ma compréhension, c'est ce que j'avais compris. J'espère que c'était ça. Tout part des besoins de la population du GMF. Oui, donc, est-ce qu'on a plus de personnes en maladie chronique, plus Exactement. de personnes en perte d'autonomie versus du 0-16 ans? Donc, c'est sûr que ça change la donne au niveau de l'offre et de l'organisation des services. C'est ça. Okay. Donc, en termes d'optimisation d'une équipe interprofessionnelle, c'est important de pouvoir connaître les besoins de sa propre population. J'en ai noté beaucoup. Il y avait donc les ressources, etc. Puis, si on devait avoir un dernier message, peut-être pour vous, avant de laisser la parole à la salle, là, je ne sais pas si vous voulez parler éventuellement des mesures de qualité, parce qu'on a parlé en début là, d'évaluer la qualité, de revaloriser les professionnels, mais évaluer en fait ce qu'ils font, leur contribution, éventuellement leur performance et la qualité. Donc on suit énormément les médecins, mais pas les autres membres des équipes, de l'équipe interprofessionnelle. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire de ce côté-là, Marie-Ève, Nadia, Géraldine.
Il y a plusieurs initiatives là, comme réalisées ce matin, là, toutes au niveau de l'infirmier, les ordonnances collectives, hein, les protocoles nationaux médicaux au niveau de l'INES là, pour pouvoir mieux suivre là, tout ce qui est les maladies chroniques, tout ça. Donc, ça serait bien également de pouvoir mesurer et de voir vraiment l'impact hein, de cette contribution-là, autre que médecin, là, sur tout ce suivi et l'atteinte là, des cibles, là, notamment en lien avec tous ces suivis-là. Donc, et c'est là également qu'on parle de comment rattacher ça, que ça soit quand même agile et léger. Bien, c'est sûr que ça prend un petit niveau de connaissance pour pouvoir bien attacher, identifier les mesures avant, après, en temps zéro et tout ça. Donc, il y a plein d'autres initiatives en première ligne, là, les physiothérapeutes, notamment l'implication des physiothérapeutes au centre rendez-vous en GMF. Donc, eux, ils ont réalisé qu'il y avait beaucoup de blessures musculo-squelettives donc, après l'analyse de leur population, donc de leurs patients inscrits. Donc, il y en a plein d'initiatives. Des fois, ils passent sous le radar, mais malgré le cadre GMF qui peut paraître des fois rigide, on est capable, avec les besoins de la population, partir des initiatives et surtout les attacher avec des éléments de mesure. C'est encore plus facilitant là, pour mieux mesurer les effets et pas besoin d'avoir un tableau de bord de 15 000 indicateurs là, de qualité. On peut juste en identifier quelques-uns et rendre ça agile, mais s'assurer de faire les suivis. Puis j'ajouterais peut-être simplement aller vers aussi les angles morts parce qu'actuellement, en fait, évaluer la qualité, ça peut être déjà perçu comme peut-être intimidant par certaines équipes, puis on peut penser qu'elles ne sont pas collaboratives, alors qu'en fait, les professionnels, je pense, en tous les cas, sont collaboratifs, puis ils veulent mieux faire, ils veulent les meilleures pratiques pour les patients, puis je pense que tout le monde essaye de bien faire et de mieux faire. Mais peut-être aller vers des mesures qui, justement, aillent chercher les angles morts, donc toutes les données auto-rapportées des patients, ça manque cruellement pour être capable de pouvoir desservir des meilleurs services. On parle de collaboration interprofessionnelle, c'est justement réavoir de quoi a besoin ma population dans mon GMF pour pouvoir être mieux desservie. Ça veut dire aussi, nous, en tant qu'équipe, avoir cette voie-là. En tant qu'équipe interprofessionnelle, on va aussi s'organiser pour répondre aux besoins de la population. Donc, peut-être réavoir dans ces données de qualité, réavoir cette notion-là. Puis, je laisserai Nadia et Marie-Ève beaucoup plus parler des indicateurs, je pense, sur la collaboration interprofessionnelle qui, en effet, sont un manque et un gap dont on a besoin pour pouvoir mieux se mesurer, pour redonner de la valeur à cette collaboration-là. Je vais le dire rapidement parce que je vois que le temps file, mais je pense qu'il y a de l'espoir parce qu'en fait, les DMI, c'est vraiment une mine d'or qui est encore sous-utilisée puis qui peuvent être mis à profit pour justement comprendre la collaboration interprofessionnelle et la soutenir. Il y a beaucoup de travaux actuellement en route sur l'utilisation de l'apprentissage du machine pour aller chercher tout le texte libre, les notes de clinique pour justement pouvoir aller vers des mesures qui prennent en compte tout le travail interprofessionnel. Donc, c'est en marche. Mais ce n'est pas facile. On sait au Québec, il y a 8 différents fournisseurs de DMI, puis ça ne se parle pas. Donc, ça ne sera pas demain. Mais l'espoir est là, les travaux sont en cours. Donc, on espère que dans un futur prochain, on va pouvoir arriver avec des indicateurs beaucoup plus parlants sur la réalité là, du terrain. Merci. Marie-Ève, un dernier... Oui, merci Nadia d'avoir si bien complété. Tu connais notre intérêt commun pour les indicateurs internes. Je voudrais seulement ajouter que je crois qu'il faut aussi se donner le moyen de nos ambitions. Ne pas oublier, par exemple, que certains milieux de soins primaires, GMF en milieu éloigné, rural, sont quand même encore sous-dotés d'équipes inter, donc principalement formées d'infirmières et de médecins de famille. Même si les GMF sont de plus petits niveaux, les patients demeurent qu'ils ont des besoins inter qui peuvent être comblés également par d'autres membres de l'équipe inter. Donc, prévoir également dans le futur de doter certains autres milieux de soins primaires aussi d'équipes inter. Est-ce que ça doit être en lien avec la composition, le nombre de patients inscrits? C'est à revoir. Ça doit aussi aller avec la complexité de la clientèle. Et on a encore des régions en milieu éloigné qui sont sous-dotées d'équipes inter, tant au niveau des GMF que du communautaire et qu'en centre hospitalier. Donc, il faut réfléchir aussi à l'aspect interprofessionnel dans l'ensemble des régions, en fait, du Québec. Merci. Puis, parfait. Dans l'évaluation de la... Dans l'évaluation de la qualité, je pense qu'il va falloir revoir quelque chose qui relève de l'éducation des professionnels. On leur met sur le dos le poids d'être
parfaits, d'être des sauveurs infaillibles. Or, ce monde-là, c'est des humains comme tout le monde. Puis il va falloir, comme population, qu'on accepte ça, qu'on accepte que les grands sauveurs ne peuvent pas tout le temps nous sauver. Puis que si on n'y met pas du nôtre, ben ça se peut bien qu'on ne soit pas sauvé. Fait que il y a quelque chose au niveau de l'évaluation de la qualité qui est bidirectionnel, je trouve. C'est proportionnel à l'investissement qu'on fait dans notre propre santé. Je ne sais pas si je peux être moins claire? Enfin, il y a une relation entre la qualité qui nous est offerte puis la qualité dans laquelle on s'engage. Oui, qui est perçue. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant à la séance de questions. Je vous en prie. Oui, bonjour. Je m'appelle Denis Daigle. Je suis conseiller pour la région du Québec en qualité et sécurité des patients pour le ministère de la Défense nationale. Une petite aparté, dossier patient qui a accès à l'ensemble de ces informations, mon sujet de recherche pour l'hiver passé dans mon cours de fondement du partenariat patient, donc totalement d'accord. Mon aparté, plutôt, mon vrai sujet de questions et de commentaires, au niveau de la Défense nationale, nous avons la chance d'avoir ce qui s'appelle un technicien médical. C'est un peu un super paramédic, si vous voulez. Vous les avez vus dans Hop Laser quand ils ont été dans les CHSLD avec nos infirmières militaires. Ces personnes-là peuvent faire du triage, peuvent donner de la médication, peuvent mettre des solutés, peuvent prescrire de la physiothérapie, tout ça, avant même qu'il ait vu un médecin, et le patient est dirigé vers les services dont il a besoin sans avoir besoin d'un médecin. De ce fait-là, vient pour le service de santé ma question au niveau du provincial, est-ce qu'il nous manque un métier ou est-ce que les ordonnances collectives, c'est quelque chose du passé? Il faut donner des rôles à nos infirmières réels dans leur pratique, les former et leur donner des vrais rôles pour qu'ils puissent faire leur travail qu'on sait qu'ils, pour la plupart, sont capables déjà de faire. Et ils ont juste besoin de la signature de médecin en arrière parce qu'ils font déjà le travail. Donc, est-ce que l'ordonnance collective est quelque chose du passé et on doit augmenter ce que les gens peuvent faire, nos professionnels de la santé peuvent faire auprès du patient? C'est ça ma question. Merci beaucoup. En fait, les ordonnances collectives sont peut-être en effet un peu appartiennent au passé. Ça peut être quand même un levier pour parfois justement initier que ce soit un soin ou pouvoir mieux le coordonner. Mais vous êtes sur la bonne piste parce qu'en fait aujourd'hui on est passé des ordonnances collectives aux ordonnances individualisées. Donc, en fait, on s'en va vraiment vers cette approche-là pour justement pouvoir recentrer par rapport aux besoins de la personne dans un contexte, puis redonner ce pouvoir-là aux professionnels. Est-ce que, justement, il y aurait de la place pour peut-être un autre professionnel pour pouvoir améliorer, en tous les cas, ce lien-là, peut-être, puis c'est sûr que ça permettrait de pouvoir probablement améliorer la collaboration, mais l'aspect des ordonnances collectives, vous voyez, même actuellement, dans nos pratiques, on tend justement à aller vers autre chose. Puis j'irai aussi compléter ce que vous mentionnez. Dans la pratique, après, ça prend une volonté individuelle, comme professionnelle, de mettre en place cette collaboration-là. Moi-même, dans ma pratique, je travaille avec une infirmière clinicienne. On prend le temps de se rencontrer 1 heure par semaine. On prend le temps de discuter, justement, des fois des barrières où elle me dit là, j'ai pas de levier, je peux pas faire ça. Puis, en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a la notion de communication, cette volonté de collaborer, puis après, se donner des leviers, puis le nommer pour trouver des solutions. Puis, déjà, voyons, en partant de ce petit noyau-là, pour nous, par exemple, les ordonnances collectives sont un moyen pour agir. Donc, ça peut ne pas être qu'une barrière si on a créé ce lien entre les individus, de collaborer, de vouloir faire mieux. Merci. Question? Juste commentaire, Daniel Murphy, du CIUS Centre-Sud. C'est les ordonnances collectives. Le problème, c'est trouver des médecins pour collaborer. C'est pourquoi je pense que je suis d'accord avec la personne qui vient juste de parler, c'est que je pense que les professions devraient assumer plus leur rôle et développer les champs de pratique, que ça soit standardisé, que ça leur appartient, qu'ils peuvent se autogérer.
On l'a vu avec les IPS qui ont comme une pratique autonome dans leur champ de pratique. Je pense que c'est la même chose dans la nutrie infirmière. Là, on parle de différents éléments des ordonnances nationales. Mais après ça, l'autre problème qu'on a, c'est que je ne suis pas sûr que les maisons d'enseignement font assez pour former nos professionnels parce qu'ils arrivent comme employés de CIUS et on doit les former. Ça prend un infirmière GMF, ça prend 6 mois, 1 an pour qu'elle soit au courant de toutes les ordonnances, toutes les choses qu'elle peut faire. Je trouve qu'un travail aussi avec des études supérieures, là, de vraiment mieux former les professionnels pour qu'ils rentrent prêts à y aller, un peu comme les médecins, on finit notre résidence, puis on rentre, puis on travaille, on ne fait pas d'autres formations pendant des mois pour être capable de fonctionner. Fait que je pense qu'un élément des professions, il faudrait qu'ils assument plus. Puis je pense que les médecins veulent ça. Là. On ne veut pas bloquer l'interprofessionnalisme, mais on n'est pas toujours disponible parce qu'on a de la pression sur nous de voir notre clientèle. On se fait dire qu'on ne fait pas assez. Fait que c'est difficile de leur demander d'aider à former les autres professionnels pour que les professions se forment eux-mêmes, puis on soit là avec eux aussi. Si je peux me permettre de commenter justement juste sur ce point-là, c'est que, mais je suis parfaitement d'accord avec Dr Murphy. Puis peut-être aussi dans une expérience, en tous les cas, que nous, on a vécu récemment au niveau de l'équipe du GMFU où je travaille. On a eu une présentation, puis je vous le partage parce que je trouve que ça vient faire écho à ce qui vient d'être mentionné. On a eu, dans le cadre d'une rencontre d'équipe, le pharmacien GMF chez nous a partagé sur une petite présentation de 20 minutes l'ensemble de ses compétences, puis qu'est-ce qu'il était compétent de faire avec les patients pour le suivi dans un objectif d'améliorer la collaboration interprofessionnelle entre nous. Et l'ensemble de l'équipe a été étonné de découvrir tout ce que notre pharmacien était capable de faire, sachant que ce pharmacien-là travaille avec nous depuis presque 2 ans, puis il a le même rôle dans tous les pharmaciens GMF. Donc là, on s'est dit, probablement qu'on ne communique pas assez, nous, sur ce qu'on est compétent de faire. Puis si on posait la question aux nutritionnistes, savoir ce qu'ils font, aux infirmiers cliniciens, aux IPS, peut-être que déjà, ce serait une première piste pour déjà pouvoir apprendre à peut-être mieux collaborer, puis se redonner de la place à chacun, puis en effet, reprendre cette empowerment professionnel de voir, mais qu'est-ce que moi, je suis capable de faire, d'offrir à mes patients, puis de se laisser cette place-là. Et je vous assure que depuis cette présentation, notre pharmacien est beaucoup plus sollicité, puis à bon escient, mais finalement, c'est comme ça qu'on travaille mieux aussi ensemble. Donc, c'est se donner ce temps-là. Merci. Je sais. Marie-Ève, oui. J'ai levé ma main, je voulais intervenir sur le commentaire. Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord qu'il y a un manque de formation en curriculum. Il y a une position très claire de l'association en soins primaires. Je pense qu'il y a 2 micros d'ouverts, en fait. Okay. J'espère que vous m'entendez bien, mais je voulais nommer la position de l'association des familles sur la nécessité d'un curriculum pour que les infirmiers puissent pratiquer en soins primaires. À cet effet, il y a une collaboration avec le collège pour soutenir le développement de la formation continue pour les infirmières qui œuvrent en médecine de famille. Je m'excuse, Marie-Ève, on a vraiment un problème de micro. Il coupe de manière hachée. Bon, merci. Je vais passer à une question suivante. Je ne sais pas qui d'entre vous. Allez-y. J'étais là avant. OK, parfait. Allez-y. Régis Blais, département de gestion et évaluation politique de santé à l'université. Alors, plusieurs ont mentionné la nécessité d'analyser des données, soit pour connaître la clientèle, la patientèle, soit pour connaître ce que les professionnels font, ou même évaluer l'impact de différentes initiatives comme les ordonnances collectives. Alors, ma question, c'est, est-ce que les milieux ont les ressources pour faire ces analyses-là? Et c'est là qu'il y a un décalage. Donc, par exemple, si vous êtes un GMFU, donc universitaire, vous avez la chance, dans le cadre GMFU, d'avoir un agent d'amélioration de la qualité, donc qui peut, dans son mandat, aller soutenir cette recherche d'indicateurs, d'analyse et de mettre un tableau au niveau du portrait
Donc, et c'est pour ça que je disais, si vous êtes en GMF externe, un GMF privé, donc, après ça, c'est si vous avez quelqu'un, un personnel, que ce soit un clinicien ou quelqu'un qui est plus du domaine administratif, que cette curiosité-là, cet intérêt-là, de pouvoir quand même le soutenir, aller. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a les capacités d'aller jouer dans un DMA, là. Donc, donc, si vous êtes capable de chercher à essayer de trouver un bon fit, malgré tout, pour essayer d'aller extraire le plus possible et de rendre ça par la suite, là, de transmettre l'information à l'équipe pour mieux comprendre, avoir un point de départ initial. Donc, la réponse est non, malheureusement. Donc, c'est ça, c'est selon comment on répartit notre budget, à savoir au niveau du personnel et où on identifie quelqu'un ou pas là, à faire notamment ces tâches-là ou ce mandat-là. Mais ça ne devrait pas être juste une question d'intérêt ou j'ai un peu de temps. Là. Si on pense que l'amélioration continue, c'est important, et autant au niveau du système puis du ministre Dubé que de chaque milieu, bien, il faudrait que quelqu'un y mette les ressources. Je ne dis pas nécessairement qu'il faut couper les salaires des professionnels pour dire, bon, bien, on va engager quelqu'un d'autre, mais il me semble que c'est une responsabilité collective genre, au niveau du ministère, de dire, bien, oui, il faut qu'on connaisse c'est quoi nos clients, nos pratiques, l'effet de nos interventions ou initiatives, puis on va y mettre de l'argent. Et là, le rôle de la cogestion, c'est d'identifier quels sont nos besoins et le bon type d'emploi également au niveau pour soutenir les objectifs de la clinique ou du GMF. Donc, ça peut être une priorité du GMF d'identifier une telle personne pour occuper ces fonctions-là. Puis comme je vous dis, oui, c'est à géométrie variable selon quel type de GMF, public ou externe ou avec une notion plus universitaire, malheureusement. Lydia, pour compléter rapidement? Rapidement, je dirais qu'il y a aussi le partenariat avec les chercheurs qui ont cette expertise, qui ont la volonté de vouloir aider le terrain. Donc, si le ministère voulait nous financer pour aider dans cette vision-là, on est tout à fait partant pour le faire. Et c'est ce qu'on veut faire, en fait. Et on pourrait faire travailler certains de nos étudiants là-dessus. Absolument. Ça fait des bons projets de doctorat et de mémoire. On va prendre une dernière question, rapide. Justement, moi, je suis une étudiante de doctorat en santé publique à l'Université de Montréal, Émilie Laberge-Perrault. En fait, c'est pour rebondir sur la question d'avant. Vous dites que la collaboration puis la communication, ça prend beaucoup d'efforts. Je me demande, en amont, au niveau de l'éducation même, est-ce que dans les différents programmes professionnels, s'ils mettent de l'avant, est-ce que cette collaboration-là est mise de l'avant? Est-ce qu'il y a des programmes éducatifs où c'est vraiment pour que les prochains professionnels qui rentrent dans le réseau aient vraiment cette idée de collaboration-là qui est vraiment mise de l'avant ou non? Donc, c'est plus par rapport à la formation. Est-ce qu'on a compris ou non? Il y a des initiatives de fait dans la formation, puis on sensibilise. Après, au niveau du curriculum en tant que tel, je pense que Marie-Ève le nommait en disant qu'il y a probablement des gaps aujourd'hui où on n'a pas encore tous ces éléments-là mis en place. La volonté de l'appliquer, ça, elle est là sur le terrain. Mais après, est-ce que ça fait partie des critères d'évaluation ? Oui, mais c'est peut-être pas. Il y a tellement de notions, puis de compétences, d'objectifs à atteindre. Puis je pense à ce que je connais, en tous les cas, avec les résidents en médecine de famille, que ce bout-là n'est pas mis de côté, mais il n'est pas valorisé aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y a une réflexion, en tous les cas, à remettre de ce côté-ci pour inciter beaucoup plus, valoriser en fait beaucoup plus ce bout-là de la formation sur la notion de collaboration. Mais il n'y a pas de... Ça reste encore quelque chose qui n'est pas enseigné formellement en tant que tel. Je dirais que c'est plus par modèle de rôle, par expérience, dépendamment aussi de chacun comme professionnel, ce qu'on transmet aussi à nos apprenants. Merci. Est-ce qu'il y a un dernier commentaire par rapport à ça? Non? Parfait. Super, merci à tous. Donc, pour résumer, de ce que je comprends, la collaboration internationale, ça a l'air de fonctionner à certains endroits et un peu moins à d'autres. Des éléments qui pourraient permettre d'améliorer ça, ce serait éventuellement donc, la formation, mais à plusieurs niveaux. Donc, la formation des professionnels, probablement à l'université peut-être, en appuyant un peu plus ces exercices de rôle, etc. Mais également dans le milieu de pratique directement, pour essayer d'apprendre à se connaître, apprendre à connaître les tâches de chacun, donc valoriser le travail de chacun des membres de l'équipe interprofessionnelle.
Puis, il y aurait aussi, pour moi, la revalorisation de ces professionnels du point de vue du public aussi. Et je pense que les patients partenaires peuvent avoir vraiment un rôle à jouer afin de faire aussi comprendre. Et puis là, ça fait un peu le lien avec le panel précédent, que parfois, un patient veut absolument voir un médecin, mais peut-être que d'un point de vue de pertinence clinique, il pourrait voir un autre membre d'une équipe interprofessionnelle. Et donc, à ce moment-là, ce serait aussi une éducation à faire au niveau de la population pour revaloriser les rôles de chacun au sein des équipes. Je note aussi le rôle important de la communication, donc de vraiment se donner les moyens, se donner les leviers pour arriver à communiquer entre les équipes, se donner du temps, éventuellement qu'on n'a pas trop, potentiellement aussi, et qui pourrait aussi être en lien avec peut-être une réorganisation des tâches, on ne sait jamais, ou peut-être d'avoir des gestionnaires supplémentaires qui pourraient permettre de prendre certaines, certaines tâches un peu plus pivot. Et donc pour cela d'avoir un peu plus de ressources effectivement pour valoriser ce travail interprofessionnel. J'espère avoir fait un peu le tour. Il y avait aussi la mesure de la qualité, etc. Mais le temps file et je pense que tout le monde est affamé. Donc je vous remercie tous pour votre présence, pour vos questions et à tout à l'heure à 13h pour la reprise. Merci à tous les panélistes.